Retour sur le plateau du Salon CE avec Patrice Schoendorf, Sonia Paco, autour des accords de qualité de vie au travail. Jacques Lambert, c'est à vous. Alors, Sonia Paco, suite à ce que vient de dire Patrice Schoendorf, ces problèmes de mal-être, etc. Alors moi j'entends ce matin dans la presse la désaffection des Français pour le syndicalisme et le fait que les candidats aujourd'hui ne tiennent plus compte des organisations syndicales et des représentants des salariés pour leur programme sur le travail notamment. C'est peut-être le moment de souligner l'importance de l'organisation qui négocie les accords de qualité de vie au travail et qui, elle, va chercher les éléments pour pouvoir remonter les problèmes et qui est la plus proche des salariés pour pouvoir révéler ces problèmes de mal-être. Alors, comment on les révèle quand on est organisation syndicale? Comment on travaille avec des experts ou sans experts sur une organisation syndicale? Vous avez un site qui est très bien fait, avec une étude qui s'appelle Parlons de travail, sur le site de la CFDT. Tous ces outils-là, peut-être que c'est le moment d'en parler, pour dire aux gens qui nous écoutent, l'organisation syndicale, vous êtes peut-être en désaffection, mais voilà à quoi ça sert. On va faire un petit peu de pédagogie à cette occasion. Alors c'est vrai, merci de souligner cet outil qui est l'enquête Parlons Travail, qui a été donc menée et diffusée depuis le mois de septembre 2016 et qui a permis de recueillir plus de 200 000 témoignages de la manière dont des salariés vivaient la question du travail, avec un questionnaire très dense, plus de 70 questions, permettant un peu un ciblage de la manière dont on perçoit son travail. Parce qu'effectivement, on entend régulièrement le fait que nous ne serions pas, nous, organisations syndicales représentatives, et donc pose la question de notre légitimité à parler pour les salariés. Donc justement, cette enquête où ce qu'on a constaté en termes de chiffres, c'est qu'une majorité des personnes qui ont répondu sont des personnes non syndiquées qui ont pu s'exprimer sur la question de leur rapport au travail. Et c'est venu nous conforter dans ce qu'on observait dans l'entreprise, dans les alertes qu'on avait sur la situation d'un certain nombre de salariés, avec des chiffres très précis en termes de pourcentage. Par exemple, pour rebondir sur le propos de mon collègue, sur la question du harcèlement moral ou de la perception du harcèlement moral dans l'entreprise, sur les plus de 200 000 personnes qui ont répondu, 35% disent avoir déjà été témoins de situations de harcèlement au travail et 36% disent avoir déjà subi une situation de harcèlement au travail. Donc là, c'est pour rebondir aussi avec ce qu'on constate de la dégradation de management qui sont particulièrement agressifs et qui se traduisent par des formes de harcèlement qui mettent très à mal un certain nombre de salariés. Donc voilà, on a aussi des témoignages sur la question de l'articulation vie professionnelle et vie personnelle des salariés, parce que c'est fondamental. On passe la plupart de notre temps au travail. Donc effectivement, la question des articulations, ça peut aussi venir en tension pour le salarié. Et un certain nombre de salariés disent que, effectivement, par exemple, être parent dans l'entreprise, c'est plutôt pénalisant. 29% d'entre eux disent que c'est pénalisant. Ce chiffre-là doit quand même nous interpeller très grandement. Ou sur la question de la manière dont ils perçoivent que leurs supérieurs hiérarchiques, cadre intermédiaire ou pas, ont le souci de leur bien-être au travail, 59% disent qu'ils ne perçoivent pas ce souci-là chez leur référent hiérarchique. C'est quand même assez important, sachant que quand même on a un cadre légal qui nous indique que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat et de protection vis-à-vis de ses salariés. Donc quand 59% des plus de 200 000 salariés de tous bords répondent voilà, on ne perçoit pas ce souci-là chez nos managers, ça doit quand même venir nous interroger. Donc, ce que disent les organisations syndicales depuis des années, cette enquête nous permet effectivement d'asseoir la perception et l'analyse qu'on a de l'état du travail aujourd'hui, pour pouvoir après rebondir et se renforcer dans l'entreprise, se renforcer aussi au niveau de nos batailles au niveau national. Mais ce levier de l'accord de l'ANI nous décline un certain nombre d'outils et redonne la place aux organisations syndicales, parce qu'il évoque que la condition aussi d'une démarche QVT, c'est d'avoir un dialogue social actif et structuré. Et le dialogue social, il se mène avec les organisations syndicales. Parce que refonder des collectifs qui fonctionnent, ça permet effectivement de protéger le salarié d'un isolement qui peut conduire jusqu'à parfois des situations effectivement de suicide. Et est-ce que dans votre analyse d'organisation syndicale, donc au plus près des salariés dans l'entreprise,
vous demanderiez aux candidats là, actuellement de nouvelles lois qui favorisent le dialogue social dans l'entreprise pour lutter un peu plus contre le mal-être au travail et pour l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés? Pour nous, ce qui est important, c'est tout d'abord, il y a un cadre qui existe. Il y a un certain nombre d'accords d'entreprise qui se déclinent autour de ces questions de bien-être au travail. Donc, à partir du moment où les organisations patronales se sont engagées pour s'inscrire dans cette démarche-là, c'est d'abord la responsabilité de nos sections d'entreprise et des employeurs qui s'y sont engagés, que ça se traduise par de réels accords avec de réels leviers, un suivi et des indicateurs. Parce que les outils, ils sont existants. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que c'est assez poussif. Pour la préparation de ce débat, j'ai regardé effectivement les accords qui avaient pu être signés jusqu'alors. Il y a un certain nombre de projets d'accords, mais on sent que le mouvement est en marche, mais qu'il n'est encore pas complètement avéré. Par contre, ce que j'imagine du côté de nos politiques, ce vers quoi on pourrait aller de manière plus précise, c'est sur toutes les questions de reconnaissance de maladies professionnelles vis-à-vis de cette situation de burn-out. Il y a eu déjà une petite avancée avec la loi Rebsamen sur le fait de pouvoir un peu... alors, le burn-out n'est pas reconnu en tant que tel comme maladie professionnelle, mais on commence à pouvoir utiliser cette porte d'entrée. Et là, je crois que vraiment... pour ces salariés pour lesquels on n'aurait pas pu être dans un mouvement de prévention, parce que les accords, j'allais dire, ils ont tout leur intérêt pour agir en amont et en prévention. Reste à voir la prise en charge de ceux qui ont déjà été très très abîmés par la question du travail. Pour la bonne compréhension des auditeurs, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, c'est pas juste une marotte, c'est juste parce que ça pèse très lourd sur le régime général et que s'il était reconnu comme maladie professionnelle, c'est les employeurs seuls qui alimenterait la caisse, puisque ce serait dans la caisse des risques professionnels. Donc on a là peut-être une source du refus de le reconnaître comme maladie professionnelle. Alors effectivement, il y a un enjeu financier pour l'employeur. Ceci dit, l'employeur qui comprend qu'il est de l'intérêt de son entreprise, tel que c'est affirmé dans l'accord, de promouvoir le bien-être au travail, forcément, il devrait arriver à des situations beaucoup plus anecdotiques de personnes qui se situeraient, qui plongeraient dans ce qu'on appelle la maladie professionnelle, même si elle n'est pas reconnue, au niveau de burn-out. Je veux dire, c'est une manière d'autant plus de responsabiliser les employeurs vis-à-vis d'organisation du travail qui peuvent conduire des salariés à être dans un épuisement psychique total. D'ailleurs, je pense qu'ils ont trouvé une moitié de solution. Là, il y a un nouvel anglicisme qui débarque au moins dans les journaux, plus que dans les entreprises. C'est le Chief Happiness Officer qui est supposé, rattaché à la DRH, s'occuper du bonheur des salariés en lieu et place du comité d'entreprise pour quelques-unes de ses prérogatives. Donc, est-ce qu'il suffit d'importer des startups américaines un nouvel anglicisme rattaché à un service RH pour améliorer la qualité de vie au travail? Non, je pense qu'effectivement, et dans les accords que j'ai vu passer, il y a quand même une définition d'abord des acteurs dans l'entreprise qui agissent au niveau de la qualité de vie au travail. Donc effectivement, le RH est positionné comme un des acteurs parmi tant d'autres, mais j'allais dire que les cadres de proximité en sont des acteurs et des garants, le dirigeant en est un, les IRP et les organisations syndicales en sont d'autres. Voilà, et que c'est bien l'articulation entre ces différents acteurs et éventuellement des outils transversaux qui permettent une réflexion dans le cadre d'un dialogue social qui va permettre d'améliorer toute cette démarche-là. Ce n'est pas qu'effectivement parce qu'à un moment donné, on aura ce type de dispositif qui nous serait importé, que tout d'un coup, par coup de baguette magique, les choses vont se régler. Si c'était aussi simple que ça serait. Oui, parce qu'il y a quand même un grand mouvement du patronat qui vise à réduire la représentation des salariés pour garder de son côté toutes les manettes de la négociation collective et toutes les manettes de la gestion des ressources humaines. D'ailleurs, c'est bien des ressources humaines et pas des relations humaines. On a des ressources comme en machine ou en carburant. C'est ce que dit régulièrement Jean Auroux quand il est sur notre plateau. La ressource humaine, ça le hérisse. Est-ce que ça, c'est encore pas le signe de la volonté d'accaparement de ce fait-là par l'employeur sans rien laisser aux représentants des salariés? Alors concrètement, parce qu'il faut partir sur ce qu'on connaît, sur ce qui a commencé à se construire dans les entreprises qui se sont engagées dans des accords QVT, est réaffirmé
très fortement le rôle des IRP, mais citer nominativement les délégués du personnel, les membres de comités d'entreprise, les membres du CHSCT et les organisations syndicales. Avec le fait que tous les espaces qui sont promus dans l'ANI de droit d'expression des salariés ne se substituent pas à d'autres espaces qui sont plus le fruit ou la question du dialogue social, et qu'il doit y avoir une véritable articulation entre le dialogue social et les espaces d'expression des salariés qu'on peut faire émerger pour effectivement aborder ces questions sur le travail. Alors on va refaire un passage par les studios de Lyon Première pour une petite coupure, et puis on reviendra sur le salon des CE à Lyon d'ici quelques instants.